Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui s'intitule Cybersécurité et hygiène numérique au quotidien avec Gildas Savoine. Bonjour Gildas. Bonjour. Et Pascal Junot. Bonjour Pascal. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs de No Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors en préambule, Gildas, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Alors Gildas Savoine, je suis professeur de sécurité informatique à l'INSA Rennes, l'INSA qui est une école ingénieure. Pascal ? Pascal Junot, je suis fondateur et directeur de Modulo P, une entreprise basée en Suisse spécialisée dans la cryptographie appliquée. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? Alors je pense que la première, donc on a démarré ce livre, on a commencé à travailler sur ce livre il y a maintenant à peu près 3 ans, c'était en 2021. Et la première constatation, c'était le manque de ressources structurées, disponibles en fait. J'ai eu l'occasion de faire un exposé à des enseignants du secondaire. Il y avait à peu près 100 à 120 personnes. Ils avaient beaucoup apprécié mon exposé apparemment et à la fin ils m'ont demandé avez-vous des références à nous donner. Et puis en fait j'étais un peu sec, j'avais pas grand-chose à leur donner en fait. Et c'est de là où est née cette idée de rédiger ce livre sur l'hygiène numérique, donc avec Pascal. Dans quelles circonstances vous aviez travaillé ensemble auparavant ? Oui, alors Pascal pourra compléter, mais on se connaît depuis maintenant pas loin de 25 ans en fait. On a fait notre thèse de doctorat ensemble à l'EPFL, tous les deux en cryptographie. Et on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble. Notamment, on avait publié un livre sur la sécurité informatique qui était à destination des étudiants, les étudiants du supérieur. On a fait plusieurs éditions. Donc, on a travaillé sur ce livre ensemble au fil du temps pendant 10-15 ans. Et puis aujourd'hui, on a décidé de remettre le couvert avec ce nouvel ouvrage qui est sur un sujet un peu différent, qui est l'hygiène numérique, mais surtout qui est plus grand public. Est-ce qu'il s'adresse à vraiment des débutants ou aussi à des personnes confirmées qui travaillent déjà dans le milieu de la cyber ? Non, alors je pense que le public cible était vraiment plutôt le grand public. Nos autres ouvrages étaient destinés plutôt à des ingénieurs en formation dans le domaine de la sécurité informatique. Et là, on a dû faire un effort pour être capable de vulgariser un petit peu tous les messages qu'on voulait faire passer. Et notre public cible, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde, qui certes est déjà initié au numérique, donc qui va être un utilisateur des réseaux sociaux, qui va utiliser son téléphone de manière régulière, etc., mais qui souhaite un petit peu en savoir plus sur les pièges à éviter, les comportements adoptés quand ils se baladent dans le cyberespace. Alors, je dois préciser aux auditeurs que vous nous avez envoyé une copie de l'ouvrage à titre gracieux. Et donc, je l'ai lu et j'étais quand même un peu surpris parce que, par exemple, le premier chapitre, c'est comment choisir un bon mot de passe, qui est quand même effectivement la base de l'hygiène. Mais ça attaque par, les craqueurs de mots de passe sont John the Ripper et Hashcat. Voici comment convertir votre mot de passe en complexité, enfin en termes de puissance de 2. Bon. Je me suis dit que ça s'adressait quand même plus à un public, on va dire, d'étudiants ou peut-être de personnes qui font de la bureautique, comme dirait Jean-Philippe, plutôt vraiment que de novices complets, même si toutes les recommandations, effectivement, sont parfaitement utilisables par un novice. Ce qu'il y a à côté, c'est la justification de la recommandation qui, elle, est quand même assez pointue, quoi. Alors, je pense que c'est exactement la difficulté d'un tel ouvrage. C'est réussir à se mettre au niveau de l'audience que l'on a visée, en fait. La manière que l'on a utilisée, la démarche qu'on a utilisée pour essayer justement de viser le bon niveau, c'est on a d'abord rédigé une bonne partie de l'ouvrage, en fait, et on l'a soumis à un panel de lecteurs, une dizaine de lecteurs, en fait, que l'on a choisi de telle sorte à ce que ce panel, il y ait des personnes qui ont un niveau très faible en numérique, jusqu'à des experts en cybersécurité, en fait. Et donc, on leur a demandé de remplir un formulaire pour avoir un retour, et on s'est aperçu qu'on arrivait assez bien sur la cible, dans le sens où ceux qui avaient très peu de connaissances nous disaient c'est quand même un petit peu ardu, et ceux qui étaient experts nous disaient pour nous c'est un peu trop facile. Et donc c'est la manière que l'on a utilisée pour essayer de viser le bon niveau.
Après, la difficulté, évidemment, c'est de réussir à garder ce niveau tout au long de l'ouvrage, en fait. Donc, il est effectivement, sur certains aspects, il peut être un peu compliqué pour le grand public, mais on a essayé quand même de bien distinguer des bonnes pratiques qui peuvent être exprimées assez simplement, avec des compléments d'information ou des focus qui permettent, en fait, d'aller plus loin. Oui, d'ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que l'ouvrage couvre un grand nombre de sujets. Donc, ça parle de cybersécurité, donc effectivement de mots de passe, d'antivirus, de VPN, etc. Mais vous parlez aussi de comment vérifier la source d'une information, comment porter plainte si on a été victime de fraude, etc. Donc, c'est comment protéger ses données personnelles pendant la navigation sur Internet. Donc, c'est un livre qui couvre beaucoup de sujets liés à l'informatique et dont certains que j'exclurais du champ de la cybersécurité, entre guillemets. Tout à fait, mais en fait, on est d'avis que l'hygiène numérique, c'est plus que juste de la cybersécurité. Si on fait un parallèle par rapport à l'hygiène, dans l'hygiène médicale, c'est un peu toutes les bonnes pratiques qui vont nous aider à se protéger contre les maladies ou à attraper une maladie. L'hygiène numérique, c'est un peu la même chose. Donc, c'est toutes les bonnes pratiques qui vont nous empêcher d'avoir des problèmes dans le cyberespace. Alors oui, il y a beaucoup d'aspects qui sont liés à la cybersécurité, mais il y a aussi des aspects qui sont liés au comportement. Par exemple, aussi à l'identification de problèmes chez des tiers, ou bien après aussi à la réaction à une attaque ou bien à un cas de fraude chez soi ou chez un proche. Donc c'est pas seulement de la cybersécurité, c'est aussi beaucoup, c'est un peu plus de choses à mon avis. Et est-ce que ce livre est purement, s'adresse à un public purement francophone ou français? Parce que j'ai vu que l'ANSSI était cité, vous citez la CNIL, vous citez Signal Spam, etc. Mais par exemple, Bellany n'est pas cité. Pascal, toi qui es suisse, est-ce qu'une déclinaison régionale est prévue? Si on a essayé de faire un effort, donc dans toutes les fois où c'était possible, on a essayé de mentionner les organismes en Suisse, en Belgique, au Canada, voire même parfois aux États-Unis. Mais c'est clair que le public principal étant français, il y a peut-être un poids un peu plus important qui est posé sur la France, mais tu vas trouver des mentions aux organismes suisses. Alors le Mélanie n'existe plus, c'est devenu l'Office fédéral de la cybersécurité à peu près au moment où on a envoyé les épreuves du livre, donc on a encore juste eu le temps de corriger ça. Et donc c'est plutôt un livre qui s'adresse à la francophonie plutôt que la France, la métropole. Mais c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'avec Pascal on travaille ensemble, c'est la question, c'est quels sont les termes qu'on utilise, et même jusqu'à dans la typographie, parce que c'est pas la même en Suisse et en France. Donc est-ce qu'on respecte les règles typographiques françaises ou suisses en fait? C'est une question à chaque fois que l'on se pose. Il faut faire un choix. Une petite anecdote, un des points où on a beaucoup discuté, c'était notamment sur certains aspects liés à la souveraineté, l'utilisation de services vraiment hors États-Unis ou vraiment des services nationaux, parce que la perception en Suisse et en France apparemment est quand même, en tout cas nos perceptions respectives étaient quand même bien différentes, quoi. J'ai l'impression qu'en France, on met quand même beaucoup de poids sur les aspects de souveraineté nationale, l'utilisation de services français, alors qu'en Suisse, on est peut-être un petit peu moins regardant sur l'utilisation de services des GAFAM ou ce genre de grandes entreprises. Alors moi, j'ai pas cette vision, mais bon, je ne dis pas que vous puissiez l'avoir, mais au contraire, pour moi, en France, on n'en a rien à foutre de la souveraineté. En tout cas, je pense que ce qui était intéressant avec Pascal, c'est qu'on a des visions qui sont parfois assez différentes de par nos parcours, parce qu'on a des parcours, même si on s'est connus il y a 25 ans, on faisait tous les deux une thèse en cryptographie, on a eu des parcours assez différents, et au final, parfois, pour rédiger les bonnes pratiques, c'est un débat, c'est quelle est la bonne pratique, et ça, c'était assez intéressant de se challenger entre nous pour savoir dans quel sens il faut aller, en fait. Et justement, sur la position par rapport à la souveraineté, la position par rapport aux GAFAM, par exemple, on n'avait pas toujours des avis convergents, donc il fallait faire des choix. Et est-ce qu'il y a aussi des thématiques que vous avez hésité à aborder, que finalement vous avez renoncé ou c'est-à-dire, oui, disons que le paysage évolue très vite. Et par exemple,
tout ce qui était lié à l'intelligence artificielle. Au début de la rédaction, il n'y avait pas encore un hype aussi fort que ça pourrait être en 2024. Et donc, on aurait pu presque ignorer certains aspects ou mentionner que très 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 dans la marge les aspects d'intelligence artificielle. On a décidé de parler quand même de certains aspects et aujourd'hui s'il fallait réécrire ou disons compléter ou écrire une deuxième édition, je pense que certains sujets prendraient plus de poids par rapport à ce qui a été décidé au moment de la rédaction. Moi, je trouve aussi que si vous voulez faire un livre généraliste, il y a peut-être un sujet qui manque, c'est un sujet sur les abus domestiques. C'est-à-dire, je vis avec quelqu'un qui a accès à mon téléphone, comment je fais pour me protéger? Mais bon, ça c'est juste une remarque que je me suis faite en voyant que vous parliez beaucoup de vie privée, d'effacer ses traces sur Internet et ce genre de choses. Mais peut-être que ce sera pour une deuxième édition. Alors, on en parle un petit peu quand même. Effectivement, on pourrait certainement en parler plus. Mais quand on parle, qui est l'attaquant, en fait? Est-ce que l'attaquant, justement, c'est le milieu professionnel? Est-ce que l'attaquant, c'est le milieu domestique? Donc, à un moment, on aborde ce point, mais peut-être pas assez en profondeur. Oui, en citant les enfants qui essayent de contourner les protections, les temps d'écran et ce genre de choses. Je reviens rapidement en fait à l'évolution de la sensibilisation du public que vous avez énoncé au tout début. Est-ce que vous avez pour objectif d'aller présenter à que ce soit des conférences ou des salons, vraiment à des personnes qui soient intéressées par le numérique autour de ce sujet? Est-ce que c'est des choses en parallèle du livre de proposer, je sais pas, des tables rondes ou des choses comme ça, ou c'est vraiment exclusivement le livre? Alors, on mène actuellement des réflexions en fait, pour avoir peut-être des actions un peu différentes du livre, parce qu'aujourd'hui, je pense que l'hygiène numérique, pour pouvoir toucher l'ensemble de la population, il faut utiliser différents canaux. Le livre en est un. On pourrait imaginer d'autres canaux, on pourrait imaginer des vidéos. Le problème des vidéos, c'est que c'est quelque chose qui prend énormément de temps, mais ce serait une possibilité. Ce serait aussi de décliner le livre sur une version qui serait plus orientée vers les jeunes, vers les ados, parce qu'aujourd'hui, le livre est quand même assez consistant, c'est à peu près 270 pages, donc on pourrait imaginer des versions allégées à destination des jeunes. Après, il y a déjà d'autres actions qui sont faites, je pense notamment à cybermalveillance, donc il ne faut pas non plus aller là où les autres sont déjà compétents sur le sujet. On pourrait aussi imaginer, enfin c'est une réflexion qu'on a, faire un jeu sur la cybersécurité, faire un jeu de cartes, je parle un vrai jeu qui soit autour de la cybersécurité. Donc il y a différentes réflexions sur quelles sont les autres formes que pourraient prendre nos actions. Quant à faire des conférences, oui, dans le cadre, par exemple, la fête de la science, c'est possibilité de faire des conférences et en l'occurrence, on en fait. Maintenant, je pense que ce qui est important, c'est qu'en fait, c'est le passage à l'échelle. C'est-à-dire que seulement 2 personnes, c'est pas nous qui allons former tout le monde. Donc, il faut plutôt réfléchir à quels seraient les bons vecteurs, plutôt que de se dire, c'est nous qui allons aller faire plein de conférences pour former les gens. Donc les bons vecteurs, ça pourrait être aussi décliner le livre en fiches pédagogiques pour les enseignants. Ça, moi, je pense que les enseignants, c'est vraiment un public qu'il faut viser, parce que c'est un très bon relais pour diffuser l'hygiène numérique, à mon avis. Et vous avez essayé de voir avec PICS. PICS, c'est la certification en France que passent les collégiens sur le numérique, dans laquelle ils commencent à intégrer des aspects cybersécurité. Ça pourrait être un relais pour toucher justement des enseignants qui découvrent votre livre. Oui, absolument. Donc en fait, de nouveau, on a des réflexions à ce sujet-là, c'est comment se rapprocher de l'éducation nationale, en fait, globalement. C'est ça l'idée, sachant qu'il y a plusieurs moyens d'y arriver, donc soit se rapprocher de cybermalveillance, de l'ANSSI, etc., pour essayer d'aller toucher le public des collégiens, des lycéens, voire des primaires. Alors, petite anecdote, mais moi j'ai fait du PICS avec mon fils, parce qu'il y a des questions où il n'arrivait pas à répondre, et je suis allé voir, et en fait, les mecs mettaient des dumps d'entête HTTP récupérés avec Burp et demandaient quel était l'encodage des caractères. Donc je pense qu'il a dû arriver assez loin dans les questionnaires PICS, mais c'était pas du tout de son niveau, quoi. Enfin, ça va vraiment très très loin, quoi. Oui, mais c'est adapté à tous les niveaux. Oui, puis je pense aussi que PICS peut évoluer. Je pense qu'aujourd'hui, ça démarre quand même. Et je pense qu'il faut apprendre. Je pense qu'il faut probablement aussi renforcer les contacts avec les pédagogues pour savoir comment toucher les jeunes. Parce que les experts en cybersécurité, ils ne savent pas forcément, sauf s'ils ont eux-mêmes des enfants, enfin, ce qui est le cas, mais quel est le meilleur vecteur pour toucher les jeunes? À quel niveau il faut se placer? Je pense que c'est une grande question en termes d'hygiène numérique. C'est finalement qu'est-ce qu'il faut apprendre aux gens. L'objectif de l'hygiène, c'est de faire en sorte que les gens soient, on va dire, moins victimes de cybercriminalité. La question, c'est quel est le bon niveau auquel il faut se placer. Si on fait par exemple le parallèle avec le brevet de secourisme, si
il y a 20 ans ou il y a 30 ans, quand on passait le brevet de secourisme, c'était quelque chose qui était très approfondi. Aujourd'hui, ça l'est de moins en moins, en fait, parce qu'on s'aperçoit qu'il vaut mieux enseigner moins, mais que les gens retiennent mieux. Donc, pour certaines personnes, ça sera dommage, parce que du coup, on perd en qualité sur la formation. Mais en moyenne, c'est plus impactant sur le brevet de secourisme de supprimer des choses qui étaient peut-être un peu trop complexes et qui, finalement, n'étaient pas essentielles pour sauver des vies. Et je pense qu'aujourd'hui, sur l'hygiène numérique, on doit avoir la même réflexion, qui est qu'est-ce qu'il faut finalement enseigner. Alors, on voit parfois les 10 meilleures pratiques, les 12 meilleures pratiques. Est-ce que c'est suffisant pour former les gens ou est-ce qu'il faut plutôt aller plus loin comme on le fait avec l'ouvrage? Je pense que c'est une vraie question. Et un point qui est aussi important, je pense, dans cet ouvrage, c'est pas un livre de recettes de cuisine. C'est-à-dire qu'on ne dit pas il faut aller cliquer à droite, il faut aller cliquer à gauche, etc. On essaie de rester sur des notions assez fondamentales, assez pérennes, même si on sait que dans ce domaine, tout évolue très vite, et Pascal l'a mentionné tout à l'heure. Mais c'est vraiment l'objectif, en fait, c'est de former les personnes pour qu'ensuite, face à une situation inconnue, elles arrivent à se débrouiller toutes seules. Avec des conseils concrets. Là, par exemple, il y a des conseils, en tout cas de bonnes pratiques, mémoriser son mot de passe maître, tout ce type de choses. Enfin, vous avez quand même des exemples hyper pratico-pratiques pour les lecteurs et lectrices du livre aussi, pour arriver à les guider dans ce monde. J'aimerais aussi rajouter un point, c'est que effectivement, les jeunes, enfin, comment décliner la suite de notre ouvrage, ça pourrait concerner les jeunes, aller en direction des écoliers, des lycéens, mais je pense pas personnellement que ça soit aussi le groupe cible le plus victime actuellement de cyberfraude ou de problèmes de cybersécurité. Je pense que les adultes, voire les aînés, forment aussi un groupe extrêmement vulnérable, et donc il y a probablement aussi pas mal de travail à faire de ce côté-là. C'est pratico-pratique, mais quand même sans trop descendre dans les détails. Et évidemment, j'ai été voir quel est le meilleur antivirus, puisque c'est la question qu'on pose à peu près à tous les experts en sécurité. Et c'est là où j'ai appris que... vous avez un peu botté en touche dans ce domaine-là, mais par contre, j'ai appris que Peter Tippett était un urgentiste qui était à l'origine du tout premier antivirus et qu'il avait revendu sa boîte à Symantec en 1992. Et donc, merci pour cette anecdote. Ce que je veux dire par botter en touche, c'est que vous ne prenez pas position pour dire, voilà, il vous faut acheter tel produit version 2024 sur tel store, machin, à tel prix. C'est vraiment, les conseils restent, à mon avis, intemporels et assez génériques pour que les utilisateurs puissent prendre la décision en toute connaissance de cause. Et c'est quand même assez appréciable. Oui, exactement. Ça a vraiment été une volonté de prendre du recul, en fait. Alors, peut-être que certains peuvent le regretter parce qu'ils auraient été peut-être aimés, peut-être être plus pris par la main, peut-être. Mais on a vraiment souhaité former les personnes, en fait, plus que leur donner des recettes qui seront valables 3 mois ou 6 mois et qui seraient probablement déjà obsolètes à la sortie du livre. Après, on cite quand même un certain nombre de marques commerciales, que ce soit au niveau des systèmes d'exploitation des téléphones ou que ce soit au niveau de certains logiciels commerciaux, je sais plus, gestionnaires de mots de passe, etc., etc. Mais on a vraiment essayé de rester le plus générique possible, tout en restant quand même assez pratique et pas être trop théorique. Mais c'était vraiment un équilibre qui n'était pas forcément toujours très facile à trouver, quoi. Et comment vous avez travaillé ensemble? Est-ce que l'un d'entre vous a travaillé sur les thématiques et l'autre sur les bonnes pratiques, ou vous êtes partagé les chapitres? Comment vous avez fait? Alors, au début, on s'est partagé les chapitres. Donc, on a rédigé à peu près, la moitié des chapitres chacun. Et ensuite, on a fait une relecture croisée. Donc, ça veut dire qu'on a affiné et relu les chapitres du co-auteur. Donc, effectué un deuxième passage sur les chapitres du co-auteur. Et ensuite, on a terminé par une troisième phase de relecture globale pour terminer le livre. Donc, c'était un processus d'écriture en 3 phases. Sachant que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, avec Pascal, on se connaît depuis longtemps, donc on n'hésite pas à dire clairement quand il y a quelque chose qui va pas sur. Parfois, on peut pas être d'accord sur un contenu, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on se challenge, en fait. C'est-à-dire que au moment, c'est pas une simple relecture pour voir s'il y a des fautes d'orthographe. C'est vraiment de challenger l'autre sur ce qui est écrit, mais est-ce que tu es vraiment sûr que ça, c'est la bonne pratique à avoir?
Et donc, bon, on peut toujours se tromper quand on écrit des choses. On doit être expert de la cryptographie. Le domaine est très large, comme ça a été mentionné, l'hygiène numérique, donc on peut toujours se tromper. Mais le fait vraiment de se challenger, donc on se faisait régulièrement des visios, on s'est vu quelques fois en physique, mais étant donné la distance, on travaillait plutôt en visio, à peu près une fois par semaine, ou toutes les 2 semaines, et on se challengeait vraiment sur les sujets, en fait, sur les sujets scientifiques. Du coup, en termes de relecture, c'est un peu de l'ordre de l'anecdote aussi, mais je suis curieux par les différences typographiques entre la France et la Suisse. Je sais qu'en anglais, par exemple, le point d'interrogation est collé avec le dernier mot, alors qu'en français, on met un espace. Mais qu'est-ce qu'il y a comme différence entre la France et la Suisse ? Alors, par exemple, en Suisse, c'est la même chose. On ne met pas d'espace devant un point-virgule, devant un 2 points. Enfin, les ponctuations composées de 2 éléments, en fait, c'est plutôt la règle anglaise qui est appliquée, que ce soit en Suisse ou en Belgique. Après, ça s'applique évidemment dans toutes les langues nationales suisses, c'est-à-dire le français, l'italien et l'allemand ont les mêmes règles typographiques. Alors non, alors là moi j'ai aucune idée. Par contre, moi j'ai le guide du typographe roman en tête qui concerne uniquement le français. Donc je peux pas répondre à cette question pour l'allemand ou l'italien, voire le romanche, quoi. Pour avoir vécu dans un certain nombre de pays, donc notamment la Suisse, la Belgique et la France, c'est vrai que dans ma bibliothèque, il y a le guide de typographie suisse, il y a le dictionnaire des belgicismes, et puis ensuite il y a toute la collection des ouvrages français, et à chaque fois pour regarder qu'est-ce qui est correct entre les différents pays. Ouais. Et comment vous avez choisi la maison d'édition Duno ? Alors en fait, on a travaillé pendant de nombreuses années avec Vuibert, en fait, les précédents ouvrages qu'on avait publiés ensemble, Pascal et moi. Donc en fait, c'est un ouvrage sur la sécurité informatique, mais on a fait un certain nombre d'éditions. On a fait 3 éditions françaises et puis une édition anglaise. Et puis, tout simplement, de manière très, très simple, notre point de contact a quitté Vuibert et on a recherché parmi nos collègues qui avaient publié récemment, et notamment chez Duno. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'ouvrages en lien avec la sécurité ou avec la cryptographie qui sont publiés chez Duno. Et donc, on s'est dirigé vers cet éditeur qui était emballé par le projet. Oui, parce que la plupart des gens qu'on a interviewés sur la rédaction de livres, en fait, avaient été contactés par des éditeurs qui avaient des idées, enfin, qui cherchaient des auteurs, et donc voilà. Alors que vous, c'était une démarche inverse, c'est-à-dire que vous saviez déjà que vous vouliez écrire ce livre, et ensuite, vous avez cherché un éditeur. Tout à fait, ouais, c'est ça. Et on est arrivé déjà avec ce chapitre témoin, plus un plan plus ou moins complet de ce qu'on voulait faire. Et puis on leur a proposé ce projet. Et puis voilà, puis ils ont accepté assez rapidement. On a notamment été en contact, on connaît très bien Pascal Lafourcade, qui est déjà passé chez vous pour présenter son livre sur les énigmes crypto. Et donc on connaît très bien Pascal, et je pense que ça a aussi influencé notre choix d'aller chez Duno. Je pense qu'il va falloir aborder la question à un moment ou à un autre, mais puisque vous parlez d'hygiène informatique, le guide le plus connu en France, c'est celui d'Annecy. Est-ce que vous essayez de l'enrichir ? Est-ce que vous comparez ? Ou est-ce que vous êtes parti de la feuille blanche et vous êtes parti plutôt d'une expérience personnelle ou de vos cours de sécurité informatique ? Alors, on est plutôt. Alors, il y a déjà une grosse différence entre le guide de l'ANSSI et le nôtre. L'ANSSI ne vise pas les individus. L'ANSSI vise les entreprises, et encore un certain type d'entreprises. Donc, si vous regardez le guide de l'ANSSI et notre livre, les recommandations ne sont pas nécessairement les mêmes. Alors, sur certains points, évidemment, oui, ce sont les mêmes, mais on ne s'est pas inspiré du guide de l'ANSSI. Par contre, c'est évident qu'en rédigeant notre ouvrage, on a regardé, que ce soit l'ANSSI, que ce soit le NIST, que ce soit le BSI, vérifier que ce que l'on recommande correspond à ce qui est recommandé par ces différents organismes. Et en l'occurrence, en fait, je suis le président du conseil scientifique de l'ANSSI, donc c'est une maison que je connais assez bien, mais voilà, on ne s'est pas inspiré d'un ouvrage, on est plutôt parti d'une feuille blanche, on s'est posé les questions, qu'est-ce qui est nécessaire dans l'hygiène numérique pour réduire le risque d'être une victime de cybercriminalité. À partir de là, on s'est fait un plan le premier, je pense qu'on l'a un peu jeté, on est reparti sur un autre plan en fait. La question c'était vraiment comment aborder. Et finalement, les guides qui existent n'auront pas forcément le même angle parce qu'ils ne visent pas nécessairement le même public. Tout à fait. Alors, juste pour compléter ce que Gildas a dit, la plupart des ouvrages de cybersécurité qu'on va trouver aujourd'hui
soit ils s'adressent à des ingénieurs, à des administrateurs système, voire des responsables de la sécurité informatique dans des entreprises. Alors que nous constatant ça et constatant surtout le manque d'ouvrages à destination du grand public, on a vraiment essayé de prendre cet autre angle. Donc pour en revenir aussi aux motivations dont on avait discuté en début de podcast. Le livre est sorti en février. Est-ce que vous avez eu des remarques, des feedbacks, des retours de lecteurs vous demandant pourquoi vous n'avez pas abordé une certaine thématique, par exemple? Et ils vous le demandent pour un prochain opus. Alors, on a eu assez peu de retours. D'ailleurs, une petite anecdote que je trouve amusante, c'est qu'on a très peu de commentaires sur Amazon, parce que globalement, dans nos recommandations sur l'hygiène numérique, c'est ne laissez pas des commentaires sur ce genre de site. Enfin, je caricature un peu, mais c'est ça l'idée. Donc forcément, les gens suivent nos recommandations. Par contre, on a un certain nombre de lecteurs qui nous ont contactés en direct par mail. Aujourd'hui, c'est difficile de se dire est-ce que le livre est apprécié ou pas. C'est encore un peu trop tôt. Il est sorti en février. Par contre, on est assez satisfait des ventes, puisque là, il va être réimprimé normalement ce mois-ci, en fait. C'est-à-dire que le premier tirage est épuisé, en fait. Il y a un autre organisme certificateur assez connu, c'est le NIST, et le NIST nous met dans la difficulté en tant qu'expert en sécurité, puisque dans leur révision NIST SP800-63B4, n'est-ce pas, ils changent complètement leur fusil d'épaule en disant qu'il ne faut absolument pas recommander la rotation de mots de passe. Et en fait, ils prennent un peu le contre-pied de toutes les recommandations qu'ils avaient publiées dans les années 90 concernant les mots de passe. Donc là aussi, c'est quelque chose sur lequel c'est difficile de se positionner en tant qu'expert. Alors moi, je suis plutôt d'accord avec les nouvelles recommandations du NIST, et la personne qui avait écrit les anciennes avait bien dit qu'en partant à la retraite, qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait, et qu'elle elle était toute seule dans son bureau en 1991, on lui a demandé d'écrire des choses, et elle a inventé l'état de l'art, entre guillemets. Mais voilà, mais comment vous vous positionnez par rapport à des recommandations plus officielles, quoi? Je pense que tu fais allusion ici directement au fait que les mots de passe doivent plus être changés tous les 90 ou 365 jours. Je pense que ce genre de recommandation à l'usage, après 20 ans ou 25 ans d'expérience, on s'est finalement aperçu que ça faisait plus de mal que de bien. Donc je pense que c'est beaucoup plus important d'avoir un mot de passe différent pour chaque service, même s'il reste à long terme, que d'avoir son mot de passe écrit ou bien simplement suffixé avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et puis utiliser la même base sur tous les sites, quoi. Donc, quelque part, la cybersécurité, ça doit aussi évoluer. Et puis, je pense que c'est sain de prendre les enseignements de ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné dans le passé. Et moi, je salue ce changement de paradigme, quoi. Je pense que le point précis justement sur le changement de mot de passe, c'est probablement l'un des points sur lequel il y a eu des discussions assez importantes, et sur lequel moi je ne suis pas forcément d'avis que de dire de ne pas changer les mots de passe, c'est une bonne idée. Donc en fait, si on regarde le guide de l'ANSSI par exemple, c'est pour monsieur tout le monde, il ne faut pas changer les mots de passe. Et pour les administrateurs, il faut changer les mots de passe. Il y a quand même un risque dans le fait de ne jamais changer les mots de passe. C'est-à-dire que si on utilise un gestionnaire, etc., il n'y a probablement pas de souci, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, évidemment. Et donc, les gens vont utiliser les mots de passe le même à plusieurs endroits. Et donc, si on ne change jamais, ça veut dire qu'on va se retrouver avec des mots de passe qui sont vieux de plusieurs années, qui ont fuité d'un côté et qui sont réutilisés d'un autre côté. Donc, pour moi, c'est une question aujourd'hui sur laquelle on n'a pas forcément une réponse qui est correcte. En ce qui concerne le chapitrage, comment est-ce que vous avez, est-ce que les premiers chapitres sont les plus importants? Comment est-ce que vous avez déterminé l'ordre? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense pas qu'on a déterminé un ordre particulier en fonction de l'importance des chapitres. On a surtout essayé de grouper les thèmes. Donc il y a 3 à 4 thèmes par chapitre, par groupe qui parle essentiellement de la même chose. Mais je pense pas que le premier chapitre soit plus important que le 8e, quoi. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le public est large.
Et donc probablement que pour une partie du public, ça sera peut-être le chapitre, je ne sais pas, numéro 2 qui sera le plus important, et pour une autre partie, ça sera peut-être le numéro 7. C'est-à-dire que si on a des ados à la maison, on sera peut-être plus sensible au chapitre où on aborde justement cet aspect-là. Hein. Est-ce qu'il faut interdire, est-ce qu'il faut fliquer les ados, etc. etc. Donc où là, on est aux limites de la cybersécurité et on s'arrête justement aux limites de ce qui pourrait ensuite devenir de la psycho. Et donc on ne va pas sur ce côté-là, mais donc on voit que certains chapitres vont être plus pertinents que d'autres selon le profil qui va lire l'ouvrage. Ok, est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaiteriez aborder ? Je pense qu'on a mentionné l'ANSSI. Je pense qu'un peut-être plus proche finalement de l'hygiène numérique aujourd'hui, c'est cybermalveillance, ce qui a beaucoup progressé ces dernières années. Hein. C'est-à-dire quand on a démarré l'ouvrage, c'était quand même un peu embryonnaire. Aujourd'hui, il y a par exemple des fiches très intéressantes sur cybermalveillance. Je pense que c'est, comme j'ai pu le dire au début de ce podcast, le livre, c'est un canal qui est différent et surtout, il permet d'avoir une approche linéaire de l'hygiène numérique, c'est-à-dire qu'on peut le prendre et le lire du chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre, alors que quand on va sur un site web où on va retrouver finalement un contenu assez proche, mais qui va être souvent sous forme de fiches, en fait, on ne sait pas forcément par où démarrer. Et là, ce que l'on essaye de faire, c'est de guider le lecteur tout au long de l'ouvrage. Ok, ça me semble être une bonne introduction pour la conclusion. On espère que notre ouvrage va contribuer un petit peu peut-être à démocratiser ce concept d'hygiène numérique auprès d'un grand public. Comme l'a dit Gildas, probablement qu'on va pas résoudre tous les problèmes, mais si notre livre peut aider à faire un petit peu avancer le schmilblick, je pense que on sera déjà bien content, quoi. En tout cas, c'est une excellente idée de cadeau de Noël, n'est-ce pas, Hervé ? Si le public cible du cadeau est le bon, c'est effectivement le cadeau de Noël à choisir absolument. Bon, Gildas, Pascal, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.